Quelqu'un désireux de se renseigner. Vous savez, c'est une question fondamentale, parce que on vit depuis un siècle et demi dans une ère que Flaubert ou Baudelaire auraient décrit comme l'ère bourgeoise, une ère de l'opinion, une ère une opinion où l'opinion est façonnée par les gazettes, était façonnée par les gazettes, en tant que cœur, ou cœur au sens de la tragédie antique, ou en tant qu'expression des diverses tendances de l'opinion ou des divers courants des divers pôles de pouvoir. Alors vous aviez d'ailleurs la presse, faut-il le rappeler, la presse, les origines de la presse, c'est quoi? C'est les gazettes du temps de Louis XIII, sauf erreur, enfin du temps de la Fronde. Donc des lettres qui étaient imprimées et distribuées pour influencer les gens. Ce n'était pas pour leur donner une information objective. La presse servait à influencer, c'était un outil d'action politique. On a même pu avancer que la presse de Gutenberg elle-même était un outil, ce qu'elle a été d'ailleurs, un outil en tout cas d'influence extraordinaire sur les foules, puisqu'on a pu multiplier, n'est-ce pas, imprimer l'écrit. En langage vernaculaire. En langage vernaculaire, donc à permettre notamment à cette Europe du Nord, à l'Allemagne, eh bien, de prendre connaissance des livres fondamentaux de leur propre religion auxquels personne n'avait accès. Bon, mais on ne va pas refaire l'histoire. Simplement, la presse n'est pas là, depuis les origines, pour vous donner une image objective du monde. Vous lisez les Illusions perdues de Balzac, vous voyez que des années 1800 à aujourd'hui, bien peu de choses ont changé. Il y a des gens qui payent la presse, elle se prostitue, elle ne vit pas de ses abonnements ou de sa vente, elle vit de son trafic d'influence. Et puis elle est versatile, elle est volatile, elle est passionnante, et elle est cynique. Bon, ce que je décris, c'est les illusions perdues. Tout est transposable. Maintenant, eh bien, cette emprise des médias, à mon avis, elle correspond à une époque, alors je vais peut-être vous surprendre, mais elle correspond à des époques sans métaphysique. Elle correspond à des époques de pure sociologie. Alors, c'est-à-dire c'est des époques où le règne bourgeois, typiquement, lisez Flaubert, c'est un règne où il n'est pas opportun, il n'est pas imaginable de se poser des questions fondamentales sur l'existence. Pourquoi tel régime plutôt que tel autre? À quoi est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce qui est important vraiment dans ma vie? Et aujourd'hui, en particulier depuis la dystopie de 2020, nous sommes entrés dans une époque métaphysique. Nous sommes entrés dans une époque de très grands enjeux. Et les organes, la chorale héritée de l'époque bourgeoise, elle paraît complètement incongrue aujourd'hui. Ces gens sont insignifiants. Lorsque vous entendez le Premier ministre israélien motiver sa guerre en Palestine, en Terre Sainte, en disant « c'est la lutte des fils de la lumière contre les fils des ténèbres et nous allons réaliser la promesse d'Ésaïe », vous tombez dans l'Ancien Testament. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais le cadre de ces batailles, qui est posé par les protagonistes eux-mêmes, vous ne pouvez même pas en débattre aux Nations Unies. Qu'Israël, d'ailleurs, critique vertement. Oui, mais dans ce même pays d'Israël, où vous avez un gouvernement aussi belliqueux, aussi fondamentaliste, parce que je veux dire, il est allié, d'abord, Netanyahou est quand même le fils du secrétaire de Zev Jabotinsky. Alors, je vais pas, on n'a pas le temps de développer ça, mais regardez sur Wikipédia ou n'importe où qui était Zev Jabotinsky. C'est l'aile la plus radicale de la pensée. Il a même été exclu par les sionistes. Bon.
Donc, dans le pays de Netanyahou, vous avez des journaux comme Haaretz, aujourd'hui, qui, de jour en jour, de semaine en semaine, depuis que ceci a commencé, mais depuis bien avant, donnent dans tout le monde occidental la seule information qui soit dissonante. Et c'est là-bas que ça se passe, c'est pas ici. Ici, on risque rien. On ne risquerait rien à dire, attendez, stop, qui a fabriqué le Hamas? C'est toi, Bibi. Eux, ils le disent. Je pense qu'ils prennent des risques personnels. Et ici, rien. Oh, il y a une ligne à suivre. Et surtout, on ne déborde pas, ni à gauche ni à droite. Vous dites Israël a financé le Hamas? Non. Israël n'a pas financé le Hamas. Qui a créé le Hamas? Netanyahou, ça, de nouveau, je cite Haaretz, et qui cite Netanyahou. Netanyahou a toujours considéré qu'il était extrêmement profitable pour sa ligne de favoriser le Hamas, comme mouvement religieux extrémiste, pour diminuer l'influence, ou pour éliminer l'influence d'un mouvement qui était social, politique, qui était l'OLP d'Arafat. Mais ça, c'est du b.a.-ba, c'est l'histoire contemporaine, c'est comme ça. Ils ont fait exactement la même chose qu'ont fait les Américains en Afghanistan, avec les Moudjahidines. Avec les Moudjahidines, en Syrie, avec ce qu'on appelait les rebelles modérés, qui ne se distinguaient des rebelles immodérés que par le fait que... Enfin, je ne vois pas en quoi ils se distinguaient des rebelles immodérés, parce qu'ils coupaient les têtes comme les autres. Mais c'était nos amis. Donc, c'est logique. Quand vous avez un pouvoir qui est extrémiste, il ne veut pas avoir en face de lui une opposition modérée. Un pouvoir modéré ne veut pas avoir en face de lui une opposition extrémiste. Parce que c'est lui qui doit changer de nature à ce moment-là. Il doit devenir... S'il est vraiment modéré, il fait en sorte que ceux qui lui fait face soient dans les mêmes tonalités, même si ce n'est pas des alliés, ce sont des adversaires. Mais un pouvoir qui est extrémiste ne peut pas discuter avec un adversaire modéré. Il se discrédite. Donc il a fallu, c'est logique, ce n'est ni une théorie du complot, ni une prise de position d'ailleurs dans la querelle. Je ne pense pas qu'il soit utile. Je ne vais pas dire, moi j'ai des amis à Gaza. Bon, tu peux avoir des amis à Gaza. Oui, mais moi j'ai des amis à Tel Aviv. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir à quel point là, il y a une cristallisation des débats gauche-droite. Où tout d'un coup, je voyais par exemple le débat entre Bruno Attal et Michel Collomb chez Éric Morillo, où c'était, après 2 minutes, Bruno Attal traitait Michel Collomb d'antisémite. On a une sorte d'hystérisation vraiment là qui est flagrante. À quoi ça nous sert? Et d'abord, à quoi cela les sert? En quoi cela les sert, eux? Moi, je comprends que quelqu'un soit en proie à la plus extrême colère lorsqu'il a vu mourir quelqu'un de proche, lorsqu'il a vu bombarder sa ville, lorsque il en a marre d'être chicané tous les jours. Ça, je comprends. Mais nous qui sommes extérieurs à cela, en quoi est-ce que nous aidons les uns ou les autres en prenant un parti qui est dans la vendetta? Je veux dire, la vendetta a fait des massacres en Europe, dans l'Europe du Sud. À un moment donné, il a fallu quand même que ça s'arrête. D'ailleurs, ça continue dans certaines régions. Mais c'était des régions qui étaient arriérées avec cette vendetta. La vendetta est une arriération de civilisation. On ne peut pas vivre avec ça. Pourquoi est-ce qu'on la perpétue? On voit d'ailleurs en Israël que la population, depuis le début de l'année, manifestait très fortement contre Netanyahou. On voit que maintenant, une partie de la population israélienne aussi manifeste contre les bombardements à Gaza. Donc c'est effectivement, ça montre que le gouvernement Netanyahou cristallise aussi des tensions au sein même du pays, quoi. Oui, bien sûr. Bon, on ne va pas démêler leur problème intérieur, mais il semblerait que, d'abord, de nouveau, Haaretz, au moment où commence je crois que c'était le 8 ou le 9 octobre, publie un article, un éditorial dévastateur, disant « Nous ne pouvons pas être gouvernés par un homme qui est sous inculpation. Parce qu'il fera tout pour éviter les tribunaux, pour éviter la prison. Il nous entraîne dans une spirale qui est partiellement motivée par ses propres intérêts ou ses propres craintes.
Donc, ça me semble assez normal que... mais plus rien ne semble fonctionner selon les lois les plus élémentaires, disons, de la raison. Parce qu'en France aussi, vous avez un ministre de la Justice qui est inculpé et qui est soutenu par le président de la République. Mais ça, il y a 10 ans, c'eût été complètement inimaginable. Comment vous expliquez ce glissement? Est-ce que c'est l'émotion due aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est... Ou alors là, on entre dans des questions qui sont extraordinairement complexes. Je pense que c'est multiple. Je pense que nous vivons, d'une manière générale, nous vivons une période de décomposition, recomposition qui est analogue à la fin de l'Empire romain. La fin de l'Empire romain, c'est une période ça s'est passé en très peu de temps par rapport à l'histoire. Enfin, la fin de l'Empire romain d'Occident.